Contrairement à une tradition solidement établie, le 15 juillet 1865, la séance des travaux de l'Académie des sciences s'ouvre devant une assemblée réunie au grand complet. Toutes nos sommités sont là. Toutes, des plus cacochimes aux moins assidus. La raison de cette unanimité exemplaire, le plus illustre d'entre eux, le géomètre et mathématicien Michel Chasles, professeur au Collège de France, a promis à ses pairs une révélation fracassante. En fait, il s'apprête à récidiver. 8 jours plus tôt, lors du 2e jubilé séculaire de l'Académie, le même Chasles a déjà fait sensation en communiquant à l'Assemblée 2 pièces uniques en sa possession, 2 lettres manuscrites adressées à Richelieu. Dans celles-ci, le poète Jean de Rotrou suggérait au Premier ministre de Louis XIII la création d'une Académie des lettres. Preuve indiscutable que l'idée de fonder l'Académie française a été injustement attribuée à Richelieu. Ces documents sont donc d'une importance capitale et révèlent aussi le caractère égocentrique du cardinal. Rotrou, l'inspirateur, n'a même pas eu droit à la reconnaissance de celui qui s'était attribué tout le mérite de l'entreprise. En vain chercheriez-vous son nom dans l'illustre compagnie? Rotrou est mort, mais pas dans l'immortalité. 8 jours durant, ces révélations ont sensibilisé le monde littéraire et fait les délices du tout Paris. Aussi, les imaginations excitées attendent-elles avec fièvre la nouvelle communication promise. Ne dit-on pas sous le couvert que c'est le monde scientifique qui cette fois va être terriblement secoué? Et pour l'être, il va l'être. Cet après-midi-là, le savant Michel Chasles affirme simplement devant l'Assemblée pétrifiée qu'Isaac Newton est un vil usurpateur, qu'il s'est indûment attribué la découverte des lois de la gravitation universelle, que le mérite en revient essentiellement à notre illustre et regretté compatriote, Blaise Pascal. Oui, mes chers confrères, achève d'une voix pathétique Michel Chasles, la plus importante découverte de tous les temps est française. J'en détiens les preuves, elles sont à votre disposition. Les preuves, ce sont des lettres de Pascal au savant anglais Boyle. Lecture édifiante. Elle démontre de façon évidente que Newton a par la suite tout emprunté à Pascal. Certes, depuis le retour des cendres, nos relations avec l'Angleterre se sont améliorées. Nous avons même combattu côte à côte en Crimée. Pour autant, les plaies de Trafalgar et de Waterloo demeurent vives. Mais la révélation de Chasles balaye d'un coup l'humiliation. Une fois de plus, la perfide Albion, par l'intermédiaire de ce Newton, a justifié sa sordide réputation. En ce soir du 15 juillet 1865, nous n'irons pas jusqu'à affirmer que dans toutes nos chaumières, il ne fut question que de gravitation universelle. Mais assurément, elle fut évoquée avec émotion et fierté sous tous les lambris dorés des châteaux et hôtels particuliers de France et de Navarre. Pourquoi des fausses notes dans les jours qui suivent? Pourquoi certains esprits mesquins mettent-ils en doute l'authenticité des faits et contestent-ils l'assertion de Michel Chasles? Qu'on réagisse outre-Manche, c'est humain, c'est anglais, et on ne s'en prive pas, on souffre. Vous pensez c'est un tel camouflé, alors on crie au scandale. Sir David Brewster, l'éminent inventeur du kaléidoscope, vole au secours de feu Newton et déclare que les pièces produites par Chasles ne peuvent être que des faux, que son confrère a été abusé. Il est en effet difficile de le traiter de charlatan. Chasles est titulaire de la grande médaille d'honneur de la Société royale de Londres. Mais ce qui est navrant, c'est qu'en France, au sein même de l'Académie des sciences, des protestations aussi s'élèvent. Ainsi, d'honorables savants comme Marie Duhamel, féru de mécanique rationnelle, et surtout l'astronome Urbain Le Verrier, un homme qui a découvert l'existence de Neptune, soutiennent que les pièces produites par Chasles sont sujettes à caution. Qu'à cela ne tienne, il en faudrait plus pour troubler la sérénité de celui qui veut rendre à Pascal ce qui appartient à Blaise. On veut d'autres preuves? Il va en fournir. Oui, Michel Chasles est confiant. Il a bien raison de l'être. Il a maintenant en main de quoi confondre ses détracteurs, une lettre de Pascal à Newton. Sa teneur le remplit d'aise. Il doit même lutter contre une certaine émotion qui l'envahit au fur et à mesure de la lecture. Quel brave homme, ce Pascal! Sa grandeur d'âme n'avait d'égal que son génie. Comment l'infâme Newton a-t-il pu dépouiller celui qui lui avait montré tant de sollicitude? Chasles ne se lasse pas de relire cette lettre datée du 20 mai 1654. Ô jeune Newton, étudiant à Grantham, j'ai appris avec quel soin vous cherchiez à vous initier aux sciences mathématiques et géométriques et que vous désiriez approfondir sciemment les travaux du feu M. Descartes. Je vous envoie divers papiers de lui qui m'ont été remis par une personne qui fut un de ses bons amis. Et plus loin, ses recommandations amicales. Travailler, étudier, mais que cela se fasse avec modération, car moi aussi, dès ma jeunesse, j'avais hâte d'apprendre, et rien ne pouvait arrêter ma jeune intelligence. Je ne vous dis point cela, mon jeune ami,
pour vous détourner de vos études, mais pour vous engager à étudier modérément. Les connaissances viennent insensiblement et avec le temps. Chasles s'est retourné vers celui qui vient de lui remettre la précieuse missive, un homme modeste, effacé, mais d'une efficacité rare. « Merci, cher Vrain Lucas, vous avez fait du bon travail. » Oui, il se félicite d'avoir rencontré ce généalogiste paléographe. Quelle chance! Depuis plusieurs années, ce chercheur obstiné lui permet d'enrichir ses collections et de satisfaire ainsi son goût effréné pour les autographes, documents rares et autres livres curieux. C'est fortuitement que les deux hommes se sont connus, mais leur amour commun pour les choses du passé les a tout de suite rapprochés. Ne sont-ils pas d'ailleurs pays? Chasles a vu le jour à Chartres, Vrain Lucas à Châteaudun. Certes, l'un est célèbre, admiré, et l'autre inconnu, mais Chasles, homme simple malgré sa notoriété, a tout de suite été conquis par ce garçon besogneux. Il est vrai aussi que Vrain Lucas est mandataire du propriétaire d'une collection d'autographes unique, fabuleuse. Le possesseur est le descendant d'une famille d'émigrés. Celle-ci a dû fuir en Amérique au moment de la Terreur, sous la Révolution. Or, le navire a fait naufrage, et dans celui-ci, la collection a failli disparaître. Heureusement, une partie d'entre elles, légèrement endommagée par son séjour dans l'eau, a pu être sauvée. Le descendant est désargenté. Pour vivre, et à son grand regret, il consent à se dessaisir parfois d'une pièce unique. Et Vrain Lucas, son mandataire, est chargé de la tractation. Collectionneur passionné et impénitent, Chasles a fait jurer à Vrain Lucas de lui réserver la primeur de toutes les cessions. Aussi, fidèlement, chaque fois que le gentilhomme impécunieux doit se séparer d'une pièce, Vrain Lucas vient-il la proposer en priorité à l'académicien. C'est généralement onéreux, mais Chasles ne regrette pas. Il faut dire que cette fabuleuse collection recèle des trésors inestimables. En quelques années, Chasles a acquis des documents inouïs, insoupçonnés, qui contribuent à éclairer l'histoire d'un jour nouveau. C'est ainsi qu'il possède maintenant des lettres de Pythagore, oui, celui du théorème, adressé à Échille, le fondateur de la tragédie grecque, d'Alexandre, le Grand, bien sûr, à son précepteur, le non moins célèbre Aristote, d'Archimède, qui sans principe et en toute simplicité écrivait à l'empereur Néron, de Lazare, disciple du Christ, à l'apôtre Pierre, lettres que l'on peut dater d'avant la résurrection, de Marie-Madeleine à son frère, le même Lazare, une également très émouvante et très inattendue de Cléopâtre à Jules César, et une autre du bon roi d'Agobert à son cher Saint-Éloi. Toutefois, le contenu de cette dernière n'authentifie pas la manière dont le roi mettait sa culotte. C'est bien connu, les savants sont de grands enfants. Ainsi, chaque jour, l'illustre Chasles s'offre-t-il sa récréation. Il s'enferme dans son cabinet de travail pour lire et relire avec une volupté toujours renouvelée ces pièces uniques, incroyables, témoignages concrets de ceux qui ont contribué à la grandeur du passé. Ces trésors, le savant n'entend pas les garder par devers lui. En temps et en heure, il se réserve de faire publier intégralement cette correspondance insolite. Mais sur les conseils pertinents de Vrain Lucas, il retarde encore. Attendez d'être en possession de toute la collection. Le propriétaire possède toujours des documents précieux. Des lettres d'Attila, de Charlemagne, de Raphaël, de François Ier, d'Henri IV, de Galilée. Il n'est pas exclu qu'il en possède une du Christ lui-même. Ces noms évocateurs font rêver Chasles. Alors, il patiente. D'autre part, le sage Vrain Lucas ne cesse de le mettre en garde contre la malignité qu'une telle publication va engendrer instantanément. Il va se trouver aussitôt en butte à des jalousies. Des perfides ne vont pas manquer de contester l'authenticité des écrits. N'en a-t-il pas fait déjà la douloureuse expérience, voici quelques mois, en offrant à l'Académie de Belgique 2 joyaux, 2 lettres de Charles Quint adressées à Rabelais. L'empereur pressait affectueusement l'auteur de Gargantua de se pencher sur le problème de la quadrature du cercle. Ces lettres avaient fait sensation. Jamais personne n'avait soupçonné que les 2 hommes avaient eu des relations. Or, à cette occasion, comme l'avait craint Vrain Lucas, des esprits chagrins ont laissé entendre qu'il s'agissait de faux, sous le fallacieux prétexte que les lettres commençaient par Mestre Rabelais, alors que la seule expression utilisée à l'époque était frère. Broutille. Les détracteurs en ont été pour leurs frais. L'incident est clos et les documents sont maintenant pieusement conservés aux archives de l'Académie de Belgique. Incorrigible cependant, Chasles a recommencé, d'abord en communiquant les lettres de Rotrou, puis en faisant éclater la bombe Pascal. Il faut dire que depuis qu'il détenait la preuve de la félonie de Newton, cet esprit honnête était ulcéré. Il voulait faire éclater la vérité. Passant outre aux réserves de prudence de Vrain Lucas, il a tout révélé. Comme prévu, les réactions ne sont pas faites attendre, mais grâce à cette nouvelle pièce à conviction, de l'eau au moulin de Pascal, justice sera rendue à ce dernier. En quittant l'académicien ce soir-là, Denis Vrain Lucas, lui, se sent mal dans sa peau. Une impression de temps qui se gâte. La sagesse lui murmure
disparaît, mais il hésite encore. Le péril est-il réel? Les inconditionnels de Newton sont-ils en mesure de renverser la vapeur? La vapeur. Un instant, les pensées de Vrain-Lucas s'égarent. Il note qu'à sa connaissance, on ne possède pas de lettre de Denis Papin. Tiens, il s'en veut. Aujourd'hui, pas de digression. Il a une décision à prendre, il doit la prendre. Peut-il continuer sans danger à exploiter cette vache à lait de Michel Chasles? La source est loin d'être tarie. D'ailleurs, si les choses s'envenimaient réellement, il serait toujours temps de se faire oublier. À part Chasles, qui il connaît? Personne. Et ce n'est pas celui dont il se dit le mandataire qui le trahira. Rasséréné, Vrain-Lucas se fustige. Quand on a choisi la voie qu'il a choisie, on se doit de ne pas être alarmiste. La malhonnêteté s'accommode mal de ce frein. L'esprit plus libre, il se penche sur son passé. Il s'accorde à reconnaître qu'il n'est qu'un obscur. Mais précisément dans ces ténèbres, ne brille-t-il pas d'un certain éclat? Oh, il ne sera jamais un Newton, encore moins un Pascal. Les lois de la gravitation universelle lui échappent, mais ne cultive-t-il pas un don qui lui a ouvert les portes de l'éternité? Depuis des années, ne fréquente-t-il pas ceux qui ont fait le monde, forgé l'histoire, tous ceux dont le nom est passé à la postérité? Et lui, l'obscur, l'anonyme, n'est-il pas leur maître, puisqu'il est à même de les transcender ou de les rejeter dans l'oubli? Cette nuit, Denis Vrain-Lucas s'est endormi sur ses lauriers. Quand il s'éveille, il sait qu'il n'abandonnera pas le crédule Michel Chasles. Pendant son sommeil, toutes les grandes ombres du passé ne l'ont-elles pas imploré d'œuvrer encore à leur gloire posthume? Qui est en réalité ce Denis Vrain-Lucas? Tout sauf un distingué généalogiste paléographe, comme Chasles le croit dur comme fer. D'abord simple clerc de notaire, puis commis au greffe, il a toujours manifesté une grande passion pour la lecture. Un vrai rat de bibliothèque. Venu à Paris, il a d'ailleurs postulé un emploi à la Bibliothèque nationale. En vain. Faute de mieux, il réussit alors à se faire engager dans un cabinet spécialisé dans les archives familiales. Tout individu cherchant à établir sa filiation pouvait, moyennant finance, se forger preuves à l'appui une généalogie des plus flatteuses. C'est sans doute là que Vrain-Lucas a fait ses premières armes dans la fabrication des faux. Très vite, il s'est révélé particulièrement habile à imiter des écritures et à contrefaire des pièces. Parallèlement, il n'hésite pas à se constituer des dossiers en opérant maintes mutilations dans de vieux livres et documents. C'est alors qu'il est pris sur le fait à la bibliothèque Sainte-Geneviève et expulsé. Sa rencontre avec le savant Michel Chasles, un vrai pigeon, va lui permettre de se mettre à son compte. Lorsque Vrain-Lucas lui raconte qu'il est le mandataire d'un collectionneur d'autographes de choix, mais assez désargenté, l'autre n'hésite pas et s'attache ses services. Bien entendu, le fameux collectionneur est un leurre, et les pièces que Vrain-Lucas remet à Chasles sont des faux fabriqués par lui-même. Pour cela, il se sert de pages arrachées dans de vieux livres et n'hésite pas au besoin à les salir en les faisant tremper dans un baquet d'eau croupie pour accréditer la fable, à savoir que les documents sauvés ont séjourné dans la mer. Quant au texte, il utilise la plupart du temps des fragments empruntés à des ouvrages qu'il complète. Enfin, le correspondant comme le destinataire des lettres sont toujours des gens célèbres. Ainsi, chaque fois que Vrain-Lucas remet à Chasles un faux, son client ébloui paye le prix demandé sans rechigner. Pensez, que ne donnerait-on pour posséder un billet d'Héloïse à Abélard ou un écrit de Vercingétorix à Jules César? Pour satisfaire la passion du mathématicien, Vrain-Lucas s'est donc distingué. Dans les 4 années qui vont suivre la bombe Pascal, il va devoir se surpasser. Cette fois, c'est à la demande qu'il va travailler. Et pour ce faire, plonger encore plus avant dans le domaine de l'invraisemblance, tout en repoussant les limites de la crédulité à des frontières jamais atteintes. Une semaine après que la gravitation universelle bat pavillon français, Chasles confond donc les sceptiques en produisant la lettre de Pascal au jeune Newton. Coup rude pour les partisans d'Isaac. Impatient d'accroître son avantage, Chasles s'informe auprès de Vrain-Lucas. Le collectionneur ne possède-t-il pas d'autres lettres de Pascal ou de personnalités éminentes corroborant l'assertion de l'auteur des pensées? Sans hésiter, le faussaire l'affirme, se fait fort de les obtenir, et pour cela, les fabrique. En Angleterre, l'exaspération est à son comble. On épluche les documents. Plus que jamais, on crie à la falsification. Sir David Brewster a pris la tête de la campagne de réhabilitation. Il faut dire qu'il avance quelques arguments de poids pour contester la véracité des documents. Notamment cette lettre de Pascal à Newton, datée de 1654. En cette année-là, Newton n'avait que 12 ans, et il ne s'occupait que de cerfs-volants, de petits moulins à eau et de cadrans solaires. Sa toute première expérience date de 1658, et c'est seulement 3 ans plus tard qu'il montra des dispositions et aborda les études qui devaient en faire un des pionniers de la science. Les détracteurs regagnent du terrain. Les doutes envahissent les esprits. Sans désemparer, Chasles contre-attaque.
Il exhibe des lettres de Galilée. Dans celle-ci, l'astronome italien affirme avoir eu recours à Pascal, alors âgé de 17 ans, pour établir les lois de la pesanteur. Nouvelle levée de bouclier, ces lettres de Galilée sont en français. Or, il n'écrivait pas notre langue, affirment ses biographes. D'autre part, à l'époque où elles auraient été écrites, le malheureux était aveugle. Schall, une fois encore, balaye les objections. Il rend public un écrit de Galilée à un ami, dans lequel il précise que sa cécité est simulée et le préserve des persécutions. Comment, après cela, suspecter encore l'authenticité des documents fournis par l'honorable monsieur Schall, qui a réponse à tout? Subjugué, le secrétaire perpétuel de l'Académie, chargé d'établir un rapport, le rédige en faveur de son collègue. L'affaire est close. Point. Elle rebondit de plus belle le 12 avril 1869. Ce jour-là, un ingénieur de l'Observatoire jette un pavé dans la mare en livrant à la méditation des membres de l'Académie des sciences l'histoire des philosophes modernes d'Alexandre Saverien. Des passages entiers de cette œuvre se trouvent intégralement dans les lettres de Pascal et de Galilée produites par Schall, preuve évidente que ce sont des faux et qu'elles ont été fabriquées à partir de ces textes. C'est mal connaître Schall. Il en faudrait plus pour le désarmer, mais l'évidence est là cette fois. Il faut dire qu'au cours des 4 dernières années, où il s'est trouvé plus souvent qu'il ne le souhaitait en but à l'adversité, des doutes l'ont parfois assailli. Et si ce Vrain-Lucas n'était qu'un vil falsificateur? Mais lorsque Schall manifestait des réticences, l'intéressé avait toujours une réaction désarmante. « Vous n'êtes pas satisfait de mes services, monsieur Schall? Il ne tient qu'à vous de me rendre les pièces que je vous ai procurées. De mon côté, je vous rembourserai. » Quelle honnêteté! Schall était rassuré. Quant à se séparer des merveilles acquises, pas question. Si Schall n'a pas été épargné, la tâche de Vrain-Lucas durant ces 4 années n'a pas été non plus de tout repos. Que de nuits besogneuses pour réaliser tous ces faux, que d'imagination dépensée, que de gains aussi. Mais sa meilleure récompense demeure cette subtile volupté qu'il éprouve à jouer les apprentis sorciers. Une véritable drogue. Et c'est cette jouissance qui le pousse à poursuivre sa folle entreprise. Il est pourtant conscient que tout cela ne peut que mal se terminer, qu'il devrait s'arrêter, disparaître, mais chaque fois et encore, il s'accorde un nouveau délai. Aussi, lorsque Schall le convoque et lui met sous les yeux les passages empruntés à l'histoire des philosophes modernes, la panique le saisit. Le poteau rose est découvert. Imparable. Non. Vrain-Lucas est un homme de ressources. Comment? Lui? Avoir fraudé? Allons, bel imposteur, c'est ce Saverien. Au siècle précédent, il a eu connaissance des fameuses lettres de Pascal et de Galilée, et il en a purement et simplement recopié des passages entiers. Voilà la vérité. Ah, ce Saverien a de la chance de ne plus être de ce monde. Mieux, quelques jours plus tard, Vrain-Lucas apporte à Schall 2 lettres, l'une de Montesquieu, l'autre de la marquise de Pompadour. Leur teneur est édifiante, elle laisse clairement entendre que la moralité de ce Saverien est douteuse. Réhabilitation et triomphe pour Schall, d'autant que dans tout le pays, des voix autorisées, telles Adolphe Thiers, prennent fait et cause pour lui et s'indignent que de mauvais patriotes le persécutent. Pleinement rassuré, sûr de posséder des pièces d'une valeur incontestable, Schall n'a de cesse d'en acquérir d'autres. Sa collection s'enrichit d'écrits de Ponce Pilate à Tibère, de Judas Iscariote à Marie-Madeleine, de Lazare, ressuscité cette fois, de Mahomet, de Clovis, de Charlemagne, de Molière. Mais il est insatiable. Vrain-Lucas ne lui a-t-il pas laissé entendre que le possesseur des autographes, las de se séparer au compte-gouttes de ses documents, serait prêt à se défaire de tout ce qui lui reste? 3000 pièces. Chaque fois qu'il y pense, et Schall ne pense plus qu'à ça, l'amateur passionné qu'il est fond de bonheur. Il presse Vrain-Lucas d'activer la négociation, propose d'aller traiter lui-même l'affaire. Vrain-Lucas a toutes les peines du monde à le modérer. Le vendeur est encore hésitant, laissez-moi le temps. Les tergiversations de Vrain-Lucas finissent par angoisser Schall. Qu'est-ce que cela cache? Vrain-Lucas ne parle-t-il pas d'effectuer un voyage à l'étranger? Ne serait-ce pas pour y contacter d'autres acquéreurs? Le savant décide de faire suivre l'homme. La surveillance permet d'abord d'établir que le possesseur des autographes est un mythe. Alors, une perquisition discrète au domicile de Vrain-Lucas apporte la réponse. Des lettres en cours de rédaction sont découvertes. Des écrits de Diane de Poitiers, de Pépin le Bref, de Ronsard. Schall réalise enfin qu'il a été berné. Ultime confirmation, il adresse à la bibliothèque de Florence ses lettres signées Galilée. Des faux grossiers, lui répond-on. Accablé, le 13 septembre 1869, Schall reconnaît publiquement qu'il a été victime d'une mystification. Arrêté, Vrain-Lucas ne fait aucune difficulté pour passer aux aveux. La comédie s'achève en vaudeville lorsque les experts examinent la totalité de la production Vrain-Lucas vendue à Schall, des milliers et des milliers de documents fabriqués de toutes pièces. Ils constatent que toute cette correspondance imaginaire est rédigée en français.
même les écrits datant soi-disant des temps les plus reculés. Que ce soit Jésus-Christ, Ponce Pilate, Cléopâtre ou Christophe Colomb, tout ce beau monde écrivait allègrement notre langue. On reste confondu. Comment en effet un homme naïf mais érudit comme l'académicien Michel Chasles a-t-il pu se laisser tromper pareillement? À croire qu'il réagissait à la manière de ce personnage célèbre qui, pour se dédouaner de son ingénuité incurable, proclamait « Que voulez-vous? Il avait la Légion d'honneur, j'avais confiance. » Vrain-Lucas n'avait pas la Légion d'honneur, mais certainement aussi une bonne dose de candeur à revendre pour s'être lancé dans cette entreprise démente. À la vérité, on peut se poser la question, qui du trompeur ou du trompé était le plus ingénu des deux? Le manipulateur impénitent du passé plaide coupable. Pour sa défense, il n'invoquera qu'un argument, son patriotisme. Oui, vous entendez bien. Il est vrai qu'il faut lui rendre cette justice. Dans la rédaction des lettres, il s'est forcé, dans la mesure du possible, de prêter aux grands de ce monde des sentiments admiratifs à l'égard de notre pays. C'est ainsi que Cléopâtre, écrivant à son bien-aimé Jules César, dit « Césarion, notre fils va bien. J'espère que bientôt il sera en état de supporter le voyage d'ici à Marseille, où j'ai dessein de le faire instruire, tant à cause du bon air qu'on respire que des belles choses qu'on y enseigne. » Marie-Madeleine à Lazare n'est pas moins élogieuse. Ne trouvez-vous pas qui seul Gaulois, qu'on nous disait nation barbare, ne laisse nullement, et à en juger par ce que je avons appris, ce doit être de là que la lumière des sciences a de partir. Autre exemple encore, les louanges décernées à notre nation par Alexandre le Grand dans un billet à Aristote. Quant à ce que vous m'avez mandé d'aller faire un voyage au pays des Gaulois, afin d'y apprendre la science des druides desquels Pythagore a fait si bel éloge, non seulement vous le permet, mais vous y engage pour le bien de mon peuple, car n'ignorez pas l'estime que je fais d'Icelle nation, que je considère comme étant celle qui porte la lumière dans le monde. Ce patriotisme ne l'empêchera pas d'écoper de 2 ans de prison. Ce n'était pas payé tellement cher. Il est vrai que ceux qui auraient pu se plaindre d'avoir été plagiés, les Dagobert, François Ier et autres Rabelais ou Blaise Pascal, n'étaient plus là pour se porter partie civile. Et qui sait, lorsqu'au royaume des ombres, Denis Vrain-Lucas les a rejoints, peut-être l'ont-ils chaleureusement remerciés d'avoir voulu si bien glorifier leur mémoire.